Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de mars 2024. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des arcanes de l'ésotérisme en étudiant une œuvre majeure. Par le passé, dans cette série, je vous ai déjà proposé plusieurs émissions qui traitaient du livre d'Enoch, des noces chimiques de Christian Rosenkreuz, du Perceval de Chrétien de Troyes ou encore plus récemment du Kybalion en tant qu'œuvre hermétique moderne. Et bien aujourd'hui, nous allons partir au XVIIe siècle à la découverte du conte de Gabalis ou Entretien sur les sciences secrètes, écrite par l'abbé Henri Montfaucon de Villars, personnage tout aussi insolite que son œuvre. Le plus gros problème, c'est que ce texte du XVIIe n'est pas du tout simple à aborder. En réalité, suivant les sensibilités de chacun, on va pouvoir l'interpréter de façon tout à fait différente. Certains y voient une œuvre majeure révélant les plus hauts secrets des sciences interdites, et d'autres y voient une œuvre satirique faite pour se moquer de la religion, des sciences occultes ou de tout un tas d'autres sujets. Alors, nous allons commencer notre exploration. Pour commencer, voici le plan de l'émission. Tout d'abord, une introduction où nous présenterons ce livre mystérieux et surtout les différents sens de lecture que les lecteurs vont y voir. Ensuite, nous entrerons dans la première partie où nous présenterons l'œuvre en elle-même, le conte de Gabalis ou les entretiens sur les sciences secrètes, avec la publication de l'ouvrage, sa réception dans les salons mondains de l'époque, puis nous ferons une analyse au premier degré de lecture de l'œuvre, et ensuite nous parlerons des continuations, les œuvres dérivées qui se prétendent les suites du conte de Gabalis. Et enfin, nous parlerons de l'influence de ce texte dans les cénacles ésotériques. Nous poursuivrons avec la deuxième partie où nous parlerons de l'auteur, Henri Montfaucon de Villars, personnage insolite qui fut peut-être, possiblement, un grand initié qui a révélé les sciences secrètes, ou alors un habile auteur qui a su se moquer habilement du même sujet. Enfin, nous entrerons dans la troisième partie où nous étudierons les arcanes des sciences secrètes qui nous sont proposées dans ce texte et voir si oui ou non il s'agit réellement d'un texte à caractère ésotérique en le comparant avec les autres éléments de connaissance de l'époque et quelles sont les interprétations qu'en feront les occultistes. Et puis enfin, une conclusion tout à fait personnelle sur le sujet et une bibliographie avec notamment toutes les versions du Gabalis et de ses continuations pour ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre leurs investigations. Pour débuter, faisons une présentation succincte du conte de Gabalis ou Entretien sur les sciences secrètes. Ce texte présente un narrateur qui est lui-même un disciple sceptique des sciences secrètes. Il discute en face avec le comte de Gabalis qui lui est un haut initié, un kabbaliste, un alchimiste ou tout simplement un sage. Donc le comte de Gabalis diffuse son enseignement, mais le disciple sceptique ne l'accepte pas béatement. Au contraire, il remet en cause, il n'accepte pas gratuitement, il critique même le comte de Gabalis. Donc ce qui propose un texte relativement complexe, où on n'est pas du tout sur un texte gratuit d'enseignement ésotérique, puisqu'on a un vrai dialogue et un échange, et même des aspects totalement satiriques dans la conversation. Alors du coup, le conte de Gabalis, avec ses complexités, sera perçu très différemment selon les personnes qui vont le lire, mais aussi suivant les époques et l'environnement culturel, religieux et symbolique, bien sûr. Parfois, le conte de Gabalis a été considéré comme étant une œuvre qui a servi à discréditer la sorcellerie et les superstitions de l'époque. Pourquoi ? Eh bien, rappelons le contexte. Nous sommes en 1670, à une époque où la chasse aux sorcières existe encore. Elle ne sera interdite que quelques années plus tard. De ce fait, à cette époque, il y a de nombreux auteurs qui critiquent les anciennes croyances, qui critiquent la frénésie de la chasse aux sorcières et qui considèrent que tout un tas de croyances populaires sont en réalité des superstitions. Et en ce sens, le conte de Gabalis s'inclut parfaitement dans cette période contextuelle. Il aurait de ce fait pu participer à son niveau à discréditer les superstitions pour entrer dans le champ du rationalisme. Mais ce n'est pas tout. Certains lecteurs vont considérer qu'il s'agit d'un texte kabbalistique exposant un grand savoir occulte, voire même les clés suprêmes des sciences secrètes. Mais d'autres, inversement, vont considérer que c'est un texte totalement satirique qui se moque totalement des sciences occultes, qui les discrédite en parodifiant le conte de Gabalis avec des raisonnements logiques proposés par le disciple sceptique. Enfin, le dernier sens de lecture, et pas des moindres, est que ce texte serait tout simplement anti-religieux, comprenez anti-catholique, puisqu'il se moque de la croyance du diable et même parfois des textes sacrés, à commencer
par le texte de la Genèse, où le livre va nous proposer une relecture complète de certains des récits des textes fondateurs du christianisme. Alors, vous l'aurez compris, avec ces différentes questions, ce texte n'est pas simple. Il sera abordé encore une fois de façon extrêmement différente et évidemment, vous vous doutez, il ne va pas plaire à tout le monde. Alors, pour y voir plus clair, entrons dans la première partie où nous allons parler donc de la publication des entretiens ou du conte de Gabalis, de la réception de cette œuvre dans les salons mondains et de son contexte bien entendu. Ensuite, nous en ferons l'analyse, mais à ce stade en première lecture seulement, nous n'en ferons pas une analyse ésotérique. Nous parlerons ensuite des suites du Gabalis, des différentes continuations et de l'influence de ce texte dans les cénacles ésotériques. Le conte de Gabalis sera publié en 1670, mais au moment de sa diffusion, l'auteur reste anonyme. Alors, il y a plusieurs raisons possibles à cela. La première est que parler librement dans un texte des sciences secrètes ou des sciences occultes pouvait évidemment être mal perçu dans ce contexte de rationalisme naissant. Mais c'était peut-être aussi pour ne pas s'attirer les foudres des autorités ecclésiastiques. Dans tous les cas, au-delà de cette discrétion de façade, l'identité de l'auteur sera rapidement connue dans les salons mondains parisiens. Mais, pour débuter notre voyage, citons l'introduction du texte du conte de Gabalis dans le premier entretien. Devant Dieu soit l'âme de monsieur le comte de Gabalis, que l'on vient de m'écrire qui est mort d'apoplexie. Messieurs les curieux ne manqueront pas de dire que ce genre de mort est ordinaire à ceux qui ménagent mal les secrets des sages, et que depuis que le bienheureux Raymond Lulle en a prononcé l'arrêt dans son testament, un ange exécuteur n'a jamais manqué de tordre promptement le col à tous ceux qui ont indiscrètement révélé les mystères philosophiques. En voilà une introduction. Le livre commence par l'annonce de la mort du comte de Gabalis. Et donc, dans la suite des entretiens, le narrateur va faire le récit des entretiens passés qu'il a eus avec le personnage. Donc, une introduction tout à fait étrange. Vous n'aurez pas non plus manqué de noter que le texte est écrit en ancien français du XVIIe siècle, ce qui ne facilite pas toujours la lecture. Il ne s'agit donc pas de faute d'orthographe, mais bel et bien du phrasé de l'époque. Allons plus loin dans notre voyage. Au moment de la publication, le texte a rapidement fait parler. On nous présente donc ce dialogue entre un kabbaliste, le comte de Gabalis, et un adepte sceptique sur le sujet des sciences secrètes. Comme je vous le disais en introduction, cela n'est pas la forme habituelle des textes ésotériques. Si l'on prend par exemple les manifestes de la Rose-Croix publiés quelques décennies plus tôt, notamment la Frama Fraternitatis, la Confessio Fraternitis et les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, il y a un récit initiatique avec un personnage, l'initié, qui vit différentes aventures, différentes épreuves et qui, au gré de son voyage, va apprendre des connaissances et maîtriser progressivement les arcanes de l'occulte. Avec dans d'autres textes des enseignements philosophiques, des analyses, des gravures ou tout un tas d'autres choses, comme par exemple dans l'Atalante fugitive de Malcolm Meyer ou encore dans tout un tas d'autres textes de l'époque. Mais là, pas du tout. On est vraiment sur des entretiens, des conversations. Si aujourd'hui on ferait des vidéos YouTube présentant ces entretiens, eh bien à l'époque c'est sous forme de texte, bien entendu. Donc on a ce jeu de balles qu'on se renvoie entre le kabbaliste détenteur des plus hauts secrets, mais ce disciple qui est tout à fait irrespectueux, voire insolent, qui n'accepte pas clés en main les affirmations du comte, qui les remet parfois en doute, et voici comment cela est présenté dans le texte. Pour ménager mon bonheur, j'entretins avec l'illustre allemand un commerce régulier. L'illustre allemand, c'est, vous l'aurez compris, le comte de Gabalis. Je lui proposais de temps en temps de grands doutes, autant raisonnés que je le pouvais, sur l'harmonie du monde, sur les nombres de Pythagore, sur les visions de Saint Jean et sur le premier chapitre de la Genèse. La grandeur des matières le ravissoit et il m'écrivoit des merveilles inouïes. Et je vis bien que j'avais affaire à un homme de très vigoureuse et très spacieuse imagination. J'en ai 60 ou 80 lettres d'un style si extraordinaire que je ne pouvais plus me résoudre à lire autre chose, dès que j'estois seul dans mon cabinet. Alors là, avec cette petite phrase, vous voyez que, en gros, le narrateur dit qu'il est tout à fait ravi de ses entretiens, qu'il prend un très grand plaisir à échanger avec le comte, mais on sent se profiler une certaine forme de moquerie. Sous-entendu, je discute avec quelqu'un de complètement illuminé, de complètement farfelu, et je prends un grand plaisir à lire ces absurdités d'imagination fertile.
Ou alors, inversement, je suis un petit peu sceptique, mais néanmoins je sens bien qu'au-delà, il y a une véritable sagesse qui se dissimule et que je vais vous raconter. On peut faire ces deux lectures à ce stade. Allons toujours un petit peu plus loin. Évidemment, par la suite, de nombreux auteurs, de nombreux critiques vont tenter de comprendre d'où vient ce texte, quelles sont les influences du conte de Gabalice, qu'est-ce qui a servi de matière première à l'auteur pour nous proposer cela. Alors, évidemment, toujours en faisant l'étude du texte, on va pouvoir voir quelques éléments qui en ressortent. Alors pour citer les principales sources qui ont servi à l'auteur pour écrire les entretiens, on pourra parler tout d'abord du Liber de Memphis, le texte de Paracelse, qui avait été lui-même repris par Blaise de Vigenère. On pourra encore citer de nombreux textes de démonologie, ceux de Jean Weir, de Jean Baudin ou encore de Martin del Rio, mais également des textes hermétiques, notamment ceux de Marcille Ficin, de Pic de la Mirandole, ou encore des auteurs occultistes, comme par exemple Henri Corneille Agrippa. Donc, l'auteur s'inspire de toute une littérature préexistante, kabbalistique, hermétique, alchimique, spirituelle et symbolique, voire même rosicrucienne, pour composer ces entretiens. Ce qui va vraiment être original, c'est la forme du texte, sous cette histoire donc de dialogue où on se jette la balle entre le sceptique et le conte de Gabalice, mais qui reprend encore une fois des informations préexistantes, bien sûr. Alors, justement, faisons un petit peu le topo des thématiques centrales que l'on va retrouver dans les entretiens du conte de Gabalice. Alors, on peut tout d'abord parler de l'élément des superstitions et de la sorcellerie. L'un des thèmes centraux de l'ouvrage est la remise en question des croyances superstitieuses et des pratiques de sorcellerie. L'auteur utilise le sarcasme et l'ironie pour démystifier certaines pratiques ésotériques populaires à l'époque, suggérant une approche beaucoup plus rationnelle et critique de tous ces différents sujets. Mais le texte parle également, de façon détournée, du libertinage et de la moralité. L'œuvre se moque énormément des mœurs de l'époque, adoptant un ton volontairement libertin qui reflète l'esprit des Lumières naissantes, une approche critique envers les idées établies et les institutions religieuses de cette époque, notamment les jansénistes. Ce qui nous amène notamment à la critique de ces mêmes jansénistes. L'auteur n'hésite pas à critiquer ce courant de pensée, qui est un mouvement religieux contemporain connu pour sa rigueur morale. Il utilise son œuvre pour contester certaines de leurs doctrines, les présentant comme étroites d'esprit et dogmatiques. Mais cela ne s'arrête pas là. Le texte est satirique envers les sciences occultes. Bien que le livre traite de l'occultisme et de mysticisme, il le fait souvent sur un ton volontairement moqueur, satirique, remettant en question la validité et surtout la crédibilité de ces 10 sciences secrètes. Enfin, le texte s'attarde longuement sur la croyance du démon. Je vous rappelle que nous sommes dans un cadre chrétien, où tout le monde est catholique ou à minima protestant. Donc l'existence du diable est centrale dans les conceptions théologiques des chrétiens. Or, le texte affronte ceci directement. Dans une époque où la croyance en la démonologie était particulièrement répandue, notamment avec les textes cités de Jean Weir, Jean Baudin, etc., l'auteur se positionne contre cette idée, cherchant à démontrer l'absurdité de la peur des démons et de leur influence supposée dans le monde qui, d'après lui, est inexistante, mais qu'il prête en réalité à d'autres créatures. Enfin, l'élément le plus important du texte, c'est le dialogue sur les êtres élémentaires. Le livre est célèbre pour sa présentation des sylphes, des ondines, des gnomes et des salamandres, qui sont présentés comme étant des êtres élémentaires, vivant dans une autre réalité, mais qui peut interagir avec la nôtre. Et ces discussions offrent un aperçu fascinant de la cosmologie ésotérique et de la croyance en des êtres surnaturels dans un cadre émancipé du christianisme. Ça, c'est très important. Donc voici le conte de Gabalice publié avec toutes ces curiosités. Alors maintenant, tentons de voir comment ce livre va être reçu et ce qui va même le conduire à l'interdiction. Au moment de sa publication, le livre connaît un immense succès, mais déjà se posent les premières questions. Certains y voient une œuvre qui révèle les sciences secrètes, et déjà, certaines critiques commencent à dire que c'est une œuvre satirique qui se moque des sciences secrètes. Voici quelques extraits du texte pour illustrer cette problématique. Le sens commun m'ayant toujours fait soupçonner qu'il y a beaucoup de vide en tout ce qu'on appelle sciences secrètes,
Je n'ai jamais été tenté de perdre le temps à feuilleter les livres qui en traitent. Mais aussi, ne trouvant pas bien raisonnable de condamner sans savoir, pourquoi tous ceux qui s'y adonnaient, et qui, souvent, sont gens sages d'ailleurs, savants, la plupart, et faisant figure dans la robe et dans l'épée, je me suis avisé, pour éviter d'être injuste et pour ne point fatiguer d'une lecture ennuyeuse, de feindre d'être entêté de toutes ces sciences avec tous ceux que j'ai pu apprendre et qui en sont touchés. Là, l'auteur fait simplement une autocritique en disant « Moi-même, à titre personnel, cela ne m'intéresse pas, j'ai toujours trouvé que ceci était assez incohérent, mais néanmoins, je vais prendre le temps d'écouter, d'apprendre pour voir si c'est réellement du vide ou s'il y a véritablement quelques secrets intéressants. » Mais, beaucoup plus loin, à la toute fin de l'ouvrage, il nous donne une autre citation. Ainsi finit l'entretien du comte de Gabalis. Il revient le lendemain et me porta le discours qu'il avait fait au peuple souterrain. Il est merveilleux. Je le donnerai avec la suite des entretiens qu'une vicomtesse et moi avons eus avec ce grand homme. Si j'étais sûr que tous mes lecteurs eussent l'esprit droit et ne trouvassent pas mauvais que je me divertisse aux dépens des fous, si je vois qu'on veuille laisser faire à mon livre le bien qu'il est capable de produire et qu'on ne me fasse pas l'injustice de me soupçonner de vouloir donner crédit aux sciences secrètes, sous le prétexte de les tourner en ridicule, je continuerai à me réjouir de monsieur le comte et je pourrai donner bientôt un autre tome. Là, dans cet extrait, l'auteur dit « Pardonnez-moi de me moquer de ce sujet, je prends plaisir à me moquer des fous, des adeptes des sciences secrètes, je rigole de cette situation, mais par pitié, ne lisez pas en pensant que j'accorde un quelconque crédit à ces savoirs. » Évidemment, c'est la phrase, ou le passage du moins du texte, qui est le plus critique envers les sciences secrètes et qui permet de dire, en effet, l'auteur cherche à s'en moquer, il ne veut pas en accorder de crédit. Mais il soupçonne déjà dans son propre texte que des gens vont l'interpréter d'une façon différente de sa pensée. Donc, à ce stade, on pourrait s'arrêter là en disant l'auteur critique les sciences secrètes et il se méfie déjà, pensant que des personnes vont mal interpréter son propos. Mais, allons quand même un peu plus loin. Prenons quelques instants pour parler du contexte de l'époque. Nous sommes en plein milieu, enfin dans le dernier tiers du XVIIe siècle. C'est une époque où la rose-croix est déjà apparue dans la société, où on parle de cabale, d'hermétisme, d'alchimie, d'occultisme, de démonologie, mais aussi de rationalisme et de scepticisme. Faisons un peu le bilan. Au niveau du rationalisme et du scepticisme, des penseurs comme René Descartes défendent une approche de la connaissance fondée sur la raison et le doute méthodique, influençant profondément la philosophie et la science. Parallèlement, le scepticisme philosophique gagne du terrain, remettant en question les certitudes établies et encourageant une enquête plus rigoureuse de la réalité face aux religions. Et en ce sens, le comte de Gabalis s'inclut d'une certaine façon dans ce champ de réflexion. Mais parlons de la Rose-Croix. Au début du XVIIe siècle, à travers 3 manifestes, une nouvelle approche ésotérique propose une réforme universelle de l'art, de la science et de la spiritualité, inspirée par des connaissances ésotériques plus anciennes, mettant un petit peu chamboulant le paysage religieux et philosophique de l'époque. La Kabbale, tradition mystique d'origine juive, connaît un intérêt croissant parmi les étudiants des sciences occultes. On va l'appeler la Kabbale chrétienne dans cet environnement. Elle est perçue comme une source de sagesse profonde et de connaissances ancestrales. Donc, à cette époque, dans les milieux mondains portés sur l'ésotérisme, on s'intéresse au rosicrucianisme, on le critique parfois, mais on s'y intéresse. On est kabbaliste à ses heures, mais pas uniquement, on s'intéresse aussi à l'hermétisme et l'alchimie. Inspiré par des écrits attribués à Hermès Trismégiste, l'hermétisme mélange alchimie, astrologie et théologie. Il influence fortement la pensée de la Renaissance et de la post-Renaissance en cherchant à révéler les vérités cachées de l'univers. L'alchimie, quant à elle, est pratiquée tant pour ses objectifs matériels, la transmutation des métaux, que spirituels, la perfection de l'âme. Enfin, dernier sujet, c'est l'ambiance de démonomanie. Et oui, c'est encore la chasse aux sorcières. Bien que l'apogée de cette chasse se situe plutôt au XVIe siècle, le Xe siècle voit encore des cas notables, en particulier dans les régions rurales de l'Europe.
Pour exemple, les affaires Urbain Grandier et Louis-Jean-Baptiste Gaufridi ne sont pas si loin. Il y a encore un affrontement entre les tenants de la sorcellerie, de la réalité de la sorcellerie, et de ses adversaires. Jean Bodin a écrit La démonolatrie des sorciers, où il fait une critique violente des adeptes des forces du mal, considérant qu'il y a des démons partout, des gens influencés par le diable partout, des sorciers et des sorcières partout qui veulent nuire aux chrétiens. Et de l'autre côté, un Jean Weir qui commence à dire « oulala, ceci me semble un petit peu abracadabrant, je pense que la plupart des gens qu'on accuse de sorcellerie sont en réalité plutôt des fous qu'il faudrait soigner, mais pas du tout des adeptes du mal. » Eh bien, le conte de Gabalis est riche de tout cet environnement. On y retrouve des pensées rosicruciennes, des pensées hermétiques, des pensées d'alchimie spirituelle, des éléments de démonomanie qu'on critique, et également une approche rationaliste et sceptique. Un joli conglomérat. Alors, voyons maintenant, plus loin encore une fois, ce qui va advenir du texte dans les années suivantes. Dans son texte, Henri Montfaucon de Villars s'attaque tout particulièrement aux jansénistes, une congrégation religieuse particulièrement puissante à cette époque et qui était plutôt rigoriste. Évidemment, l'auteur étant libertin à ses heures, comme nous le verrons en deuxième partie, il s'attaque à ces jansénistes et ces derniers vont assez mal le prendre. Je vous cite 2 extraits. « Sachez donc, mon fils, et n'allez pas divulguer ce grand arcane à quelques indignes ignorants. Sachez que comme les sylphes acquièrent une âme immortelle par l'alliance qu'ils contractent avec les hommes qui sont prédestinés, de même les hommes qui n'ont point de droit à la gloire éternelle, ces infortunés à qui l'immortalité n'est qu'un avantage funeste pour lequel le Messie n'a pas été envoyé. Vous êtes donc jansénistes aussi, monsieur les kabbalistes, interrompis-je. Nous ne savons pas ce que c'est, mon enfant, reprit-il brusquement, et nous dédaignons de nous informer en quoi consistent les sectes différentes et les diverses religions dont les ignorants s'inventent. Nous nous en tenons à l'ancienne religion de nos pères, les philosophes, de laquelle il faudra bien que je vous instruise un jour. » Là, évidemment, la critique est directe. Les jansénistes sont qualifiés de sectes d'ignorants dans le texte. Un peu plus tard, l'identité de l'auteur sera révélée, comme on atteste une correspondance qui traite du texte. Je vous cite l'extrait. « Plusieurs qui ne savaient pas les liaisons que j'ai avec l'abbé de Villars, ni qu'il soit auteur du livre, m'ont assuré qu'on verrait bientôt paraître la suite du conte de Gabalis. Et un de nos conseillers, après m'avoir dit qu'on parlait de censurer les entretiens et de les défendre, ajouta en bon politique que si cela était, l'auteur ne balancerait plus à publier tous les secrets. » Là, le nom de l'auteur est révélé, et évidemment, ces attaques personnelles contre certains individus vont commencer à avoir des conséquences. C'est ainsi que les jansénistes vont travailler pour faire interdire le texte, tout simplement. Il faut dire que l'abbé de Villars avait également dans la suite publié d'autres textes, notamment de la délicatesse, où il attaque encore beaucoup plus virulemment les jansénistes, et cette fois-ci sans couvert d'anonymat. Voici 2 analyses du texte qui expliquent un petit peu la situation. De la délicatesse, malgré la promesse du titre, il, l'abbé de Villars, auteur du texte, s'abandonna à une verve sans songer que les jansénistes n'aimaient pas le rire et auraient le ton amer quand il se défendrait. Villars a fréquenté l'académie de l'abbé Aubignac, où il pouvait rencontrer des érudits un peu libertins, et qui étaient reçus chez quelques grands noms, Hugues de Lionne, Michel Le Tellier, et il paraît avoir eu des contacts avec Port-Royal, par un cousin germain, mais ne tarda guère à s'attirer les foudres d'Arnaud avec la publication du conte de Gabalis qui lui vaut l'interdiction de chaire et le discrédit dans l'aristocratie des jansénistes. À ce stade, seulement une année après publication du conte de Gabalis, l'auteur est mis au banc de la société, le texte est interdit par les puissants jansénistes de l'époque. Avant de parler du destin de l'auteur, continuons un petit peu notre analyse du texte. Le conte de Gabalis se divise en 5 entretiens. Mais la première question évidemment que l'on peut se poser, c'est tout d'abord, qui est le comte de Gabalis? Est-ce un personnage qui a réellement existé ou s'agit-il simplement d'une construction littéraire de l'abbé de Villars? Plusieurs individus ont pu possiblement servir de modèle pour représenter le comte de Gabalis. On parle d'un personnage qui serait un Allemand, un peu excentrique,
mais surtout porteur d'une grande sagesse. Alors, citons quelques-uns des noms qui furent invoqués pour avoir servi de modèle. L'un des premiers est Francis Bacon. Philosophe et homme d'État anglais, Francis Bacon est parfois envisagé comme une inspiration possible pour le comte de Gabalis. Sa méthode scientifique et son intérêt pour le monde naturel, ainsi que ses écrits sur des sujets ésotériques, pourraient avoir influencé le personnage. Plus classiquement, on considère que c'est peut-être Michael Sedivogius qui aurait servi d'inspiration. Alchimiste et philosophe polonais, ce dernier était connu pour ses travaux sur la transmutation des métaux et la quête de la pierre philosophale. Sa réputation et ses idées auraient pu servir de modèle pour le comte. Parfois, on invoque encore Michael Mayer. Alchimiste allemand et médecin, Mayer était un fervent défenseur de la philosophie hermétique et écrit de nombreux textes sur l'alchimie. Son approche intellectuelle et spirituelle de l'occultisme correspond à certains aspects du personnage du comte de Gabalis. On invoque parfois encore Henri Corneille Agrippa, le grand mage. Écrivain et magicien, mais surtout occultiste, Agrippa était une figure majeure de l'occultisme de l'époque, à la Renaissance. Son œuvre exhaustive sur la magie et l'ésotérisme, ainsi que son approche critique en ces domaines, reflète l'esprit du personnage. On invoque encore John Dee, mathématicien, astronome, astrologue et conseiller de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. John Dee était également un passionné d'ésotérisme, et son intérêt pour l'angéologie et la communication avec les entités surnaturelles pourrait tout à fait correspondre au personnage du comte de Gabalis. Alors, la réponse beaucoup plus probable est qu'en réalité il s'agit d'un conglomérat, un amalgame de figures ésotériques. Le comte de Gabalis ne serait pas puisé directement d'un personnage, mais reprend certains archétypes de l'époque pour construire une sorte de personnage symbolique qui correspond plus ou moins à toutes ces grandes figures. Ensuite, on pourrait aussi considérer que le comte de Gabalis est simplement une invention de l'abbé de Villars et qu'il ne s'inspire d'aucun personnage. À titre personnel, je serais partisan un petit peu des deux théories finales. Je pense que c'est une construction purement fictive, mais qui s'inspire des archétypes des personnages cités préalablement, que l'auteur connaissait forcément, comme nous le verrons en deuxième et troisième partie. Alors pour faire l'analyse au premier degré du comte de Gabalis, résumons très succinctement les 5 entretiens. Le premier introduit le lecteur aux 2 personnages principaux. Le narrateur, représentant donc le sceptique éclairé, sorte de zététicien avant l'heure, et le comte de Gabalis, érudit en sciences occultes. Le deuxième entretien présente les différents peuples élémentaires, sujet majeur de l'ouvrage, en mettant l'accent sur leurs caractéristiques, leurs spécificités, leur habitat et leur interaction avec le monde des humains. En gros, on présente le fait qu'il y ait tout un monde surnaturel, peuplé d'entités, les sylphes, les ontins, les gnomes et les salamandres, et que toutes ces entités supranormales interagissent avec le monde des humains et qu'il y a des relations. Ensuite, dans le troisième entretien, le conte présente les oracles de l'Antiquité comme étant l'œuvre des sylphes, ces fameuses créatures élémentaires, qui auraient la capacité de communiquer des connaissances divinatoires aux humains. En gros, dans ce troisième entretien, l'auteur dit que les dieux païens n'existent pas, plus que le démon d'ailleurs, et que tout ce que l'on prête au diable ou aux anciens dieux païens, eh bien en réalité, c'est l'œuvre de ces fameuses créatures élémentaires, sylphes, ontins, gnomes et salamandres. Ensuite, le quatrième entretien